Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Kali Linux, introduction au hacking, durant laquelle nous allons aborder la notion de base de données utilisée sous le framework MSF Console, puis la notion d'espace de travail ou le workspace, la notion d'import et d'export de données et finalement la notion d'hôte et service. Donc au cours des tests d'intrusion, il est rare de n'avoir qu'une seule machine à auditer et les actions à entreprendre peuvent vite s'avérer identiques et répétitives sur plusieurs systèmes. Afin de gagner du temps dans ces situations, Metasploit vient avec une base de données sous l'SGBD PostgreSQL permettant d'automatiser tout un tas d'actions et de gagner beaucoup de temps. Les commandes liées à la base de données peuvent être listées grâce à la commande help database. Sous Kali, lors de la première connexion, il est nécessaire de démarrer la base de données PostgreSQL et de l'initialiser. Cela nous permettra d'éviter d'avoir des messages d'erreur. Parce que si on vérifie le statut de notre base de données, on voit qu'elle est sélectionnée, mais elle n'est pas connectée. Pour démarrer ou afin de démarrer et d'initialiser la base de données, il est possible d'utiliser la commande msf database, donc db init, tout simplement, donc msf db init. Je vais ouvrir un autre terminal. Et dans ce cas, si on redémarre notre console et qu'on retape la commande db status, on vérifiera que la base de données est bel et bien connectée. Les éléments de configuration sont enregistrés, concernant cette base de données, sont enregistrés dans un fichier système qu'on aura l'occasion de voir juste après, db status. Donc on voit bien que MSF est bien connecté à notre base de données. Alors comme je disais, les fichiers de configuration concernant les éléments de la base de données se trouvent, on va afficher les 10 premières lignes uniquement à travers la commande add user share metasploit framework config, fichier déjà ouvert, database.yml. Alors on voit qu'on est sur une base de données PostgreSQL, le nom de la database MSF, son username ou l'admin de cette base de données c'est MSF, son mot de passe, le port d'écoute et le nombre de sessions qui peuvent être ouvertes simultanément. Donc cette base de données va nous permettre de vérifier l'ensemble ou de stocker l'ensemble des éléments qu'on va utiliser pendant l'exploitation de notre console MSF. Cette base de données qu'on peut réinitialiser éventuellement avec la commande reinit, si on veut, qu'on va tester. Donc je ferme ma console. Oui, init, pardon. Qui va arrêter la base de données puis la démarrer. La notion d'espace de travail. Donc les espaces de travail, ou ce qu'on appelle les workspaces, permettent de séparer l'ensemble des données. Cela permet de segmenter de manière logique les données à tester. Il est ainsi possible de créer un espace de travail par ce réseau à auditer dans le cas d'un audit de segmentation par exemple. Cela permet également de ne pas disposer de plusieurs bases de données dans le cas où plusieurs tests d'intrusion seraient menés parallèlement. Lors de la création des différents espaces de travail, il devient alors beaucoup plus simple d'importer, de manipuler ainsi que d'exporter des données. Les espaces de travail permettent de segmenter et de gérer les hôtes et les données stockées dans la base de données
On peut utiliser des espaces de travail pour créer une séparation logique pour chaque segment que l'on souhaite tester. Par exemple, on peut créer un espace de travail pour chaque sous-réseau d'une organisation afin de limiter les hôtes à un réseau spécifique. Ainsi, les différents services ou les différents départements d'une entreprise, tels que les ressources humaines, par exemple, l'informatique, la comptabilité, disposeraient chacun de leur propre espace de travail. Par défaut, l'ensemble des données se trouve au sein du même espace de travail qu'il est possible de lister grâce à la commande tout simplement workspace. Donc qui est l'espace nommé default. L'objectif est donc en général de compartimenter les données. Pour cela, il est nécessaire de créer des espaces de travail. Cela se fait simplement grâce à la commande, toujours workspace, avec l'attribut ou l'option "-a comme add, suivi du nom du workspace. Par exemple, RH pour les ressources humaines. Donc on voit le message workspace ajouté. Si on réaffiche donc l'ensemble des workspaces disponibles, pour l'instant on a default et RH. Il est important de noter que le dernier workspace créé devient automatiquement l'espace de travail par défaut. Comme précédemment, il est possible de lister l'ensemble des espaces de travail grâce toujours à la commande workspace. Alors on peut changer d'espace de travail, donc ou passer d'un espace de travail à un autre, grâce toujours à la commande workspace, mais en renseignant donc le nom du workspace. Si on veut revenir à default, on va créer éventuellement un deuxième pour basculer. Admin par exemple. Donc commande workspace, on en a 3 et on peut passer par exemple de admin à RH en tapant la commande workspace RH. Donc si on refait workspace, on voit que le workspace sélectionné par défaut ou sur lequel on va travailler éventuellement quand on va commencer à taper nos commandes, c'est RH. Supprimer un workspace se fait avec la commande "-d comme delete. Donc on va supprimer le workspace RH. Et puis, donc on reprend le workspace par défaut. Si on veut supprimer tous les workspaces, on peut mettre un "-d. Il est également possible donc de supprimer l'ensemble des espaces grâce à cette option. Mais attention, l'espace de travail par défaut ainsi que l'ensemble des données qu'il contient seront supprimés également. Ce dernier sera automatiquement recréé. C'est-à-dire, donc on voit que tous les espaces ont été supprimés, mais l'espace de travail default a été recréé, qu'on peut retrouver toujours avec la commande workspace. Donc, notion de base de données qui peut contenir, stocker l'ensemble des éléments générés à l'aide de notre audit, puis des espaces de travail qu'on peut définir avec chacun ses paramètres, ses variables d'environnement, ses variables de test, etc. Donc la notion d'import et d'export de données. La compartimentation des données au sein d'espaces de travail est une première étape importante. Néanmoins, une fois ces espaces créés, il est également nécessaire d'intégrer des données sur lesquelles travailler. Importer des données peut se faire de deux manières. Donc soit l'import des données existantes ou lors de la phase de scan elle-même. Donc la commande db import permet d'importer des fichiers en provenance de nombreux outils tiers tels que Akunetix, Nessus, Burp ou encore Nmap. On voit l'ensemble des applicatifs qu'on peut utiliser pour importer des données. Ainsi, les auditeurs peuvent réaliser les scans via les outils qu'ils maîtrisent et intégrer ces derniers au sein du framework Metasploit pour consolider l'ensemble des résultats. Donc pour afficher l'ensemble des applicatifs, on utilise donc dbimport-h. Et afin de pouvoir utiliser toute la puissance des scans réalisés par Nmap, par exemple, il est nécessaire d'exporter les scans Nmap au format XML avec l'option "-ox avant de pouvoir les importer au sein de Metasploit. Donc, on va utiliser la machine vulnérable, Metasploitable2,
Donc, pour information, cette machine que vous pouvez télécharger depuis le site Rabbit7. Donc, vous tapez dans Google tout simplement Metasploitable2 Linux. Donc, c'est une machine vulnérable qui contient des failles, qui est faite pour les tests utilisés par les enseignants, les élèves, les apprenants en domaine de sécurité pour pouvoir se familiariser et tester les failles qu'on peut trouver dans le domaine système et web et éventuellement dans le domaine de la réseautique aussi. Alors, donc, je repars sur donc ma console ou l'invité de commande Linux pour réaliser un scan de notre machine. Donc la machine Metasploitable2, pour rappel, donc mes deux machines sont en NAT, donc elles sont joignables. Donc juste je vérifie. Et puis on va se loguer. Pour se loguer à MSF, plutôt à la machine Metasploitable2. Donc on le voit ici, le login c'est MSF admin et MSF admin. Faites attention, on a affaire à un clavier QWERTY. Donc MSF, le 1 il est sur le point d'interrogation. MSF admin. MSF admin. Et puis on va récupérer notre adresse IP 192.179 pour moi. Donc depuis ma console ou mon invité de commande Kali, on va générer un scan à l'aide de Nmap. Tirer out en XML et mon fichier, je vais l'appeler scope par exemple .xml de l'adresse IP ou de la machine 192, 168, 192, 179. Le scan se réalise, on vérifie la présence de notre fichier scope.xml, fichier qui a été généré automatiquement, qu'on peut consulter ou regarder son contenu, donc des balises XML. Pour rappel, ce fichier XML, on peut le convertir éventuellement en fichier HTML pour avoir un affichage facile à lire, etc. à travers la commande donc xslt proc notre fichier scope.xml et tirer out par exemple scope.html. Donc ls. On voit que notre fichier a été généré, qu'on peut ouvrir dans notre navigateur éventuellement. Open file. Donc le résultat de la conversion de notre scan Nmap ou de notre résultat du scan qui était à la base un fichier XML puis converti en fichier HTML avec l'ensemble des ports, des protocoles ouverts, quel protocole utiliser le service, etc. Bien, c'est toujours plus agréable de voir le résultat dans une page HTML que de voir ça dans un fichier XML. Donc on a utilisé Nmap pour générer donc notre scan. Donc on a le résultat dans le fichier scope.xml. Donc on peut faire un retour sur notre console MSF pour importer ce scan à travers donc la commande dbimport le fichier généré, donc scope.xml. Cela permettra d'importer et d'intégrer le résultat réalisé par Nmap dans le workspace actuel ou dans l'espace de travail actuel. Donc première façon d'importer donc les données depuis des utilitaires externes à travers des fichiers XML ou qui peuvent être aussi des fichiers CSV. La deuxième méthode, il est également possible d'ajouter automatiquement les scans Nmap au sein de la base de données de framework grâce à l'utilisation de la commande dbnmap cette fois-ci, donc dbnmap qui est la deuxième façon de faire. -s, service, le mot de bavard,
on s'intéresse au port ouvert de la machine 192, 168, 192, 179. Cette commande est un wrapper, c'est-à-dire ou de la commande nmap. Il est donc possible de l'utiliser exactement de la même manière, à part qu'on ne met pas donc nmap directement, mais on met db nmap. Bien que cette solution puisse sembler pratique, elle le sera beaucoup moins s'il devient nécessaire d'intégrer les scans nmap au sein d'autres outils, ou bien de les partager avec d'autres auditeurs. Dans ce cas, il faudra passer par une première phase d'export des données au sein de la base de données afin de pouvoir les réintégrer dans d'autres solutions. Comme il est possible de le voir sur le scan précédent, on a certains ports peuvent être envoyés le service TCP Wrapped. Ce dernier fait référence à TCP Wrapper, un IDS, c'est-à-dire un host based intrusion détection system sous Unix. Lorsque nmap nomme un service TCP Wrapped, cela signifie qu'une connexion a bien été établie, triple poignée de main effectuée, mais aucune donnée n'a été transmise. Donc c'est une faille TLS. TLS, pour rappel, qui contient les deux sous-protocoles, le protocole d'échange de poignées de main, qui comporte ou qui concerne l'authentification, puis l'échange de la clé de chiffrement, et puis le protocole d'échange de données qui utilise ces deux derniers. Donc faille TLS, et pour rappel TLS, Transport Layer Security. Donc on peut éventuellement lister les services concernés à travers donc service 16-S TCP Wrapped. Donc on voit le port concerné, l'adresse IP et l'état du port qui est open. On reviendra en détail sur cette partie bien sûr quand on commencera la phase de l'exploit. La partie export des données, que cela soit à la fin d'un audit de sécurité ou pour intégrer des données au sein d'autres outils, ou encore pour partager les données avec d'autres auditeurs, il peut être nécessaire d'avoir à exporter les données actuellement stockées au sein de la base de données. Cette action peut être effectuée grâce à la commande, cette fois-ci dbexport, en lui spécifiant l'emplacement de la sauvegarde ainsi que le format de sauvegarde. Deux types de formats sont possibles grâce à cette commande, donc le format XML, le format ouvert. Donc on peut utiliser "-f pour renseigner le format XML. Donc par exemple dbexport db database export-f XML, puis on renseigne le chemin. Donc contient l'ensemble des données. Dans ce cas, ce format est très pratique afin de réintégrer les données au sein d'un autre projet ou dans le cas d'un audit à plusieurs consultants. Ou le format PWD ou PWDump, password dump, quant à lui contient l'ensemble des identifiants obtenus au cours de l'audit, incluant les mots de passe en clair, les hashes ou encore les clés SSH. Donc on peut mettre éventuellement PWDump. Donc on va faire un exemple avec la partie XML ou le format XML pour exporter le scan qu'on vient de faire dans un dossier sous le dossier route export par exemple .xml. Donc démarrage de l'export, fin de l'export et puis ls-route. Donc on change d'identité. Donc on voit qu'on a un fichier export .xml. J'ai mis XLM, donc on peut changer le format, c'est pas grave, mais c'est de cette manière qu'on exporte nos données réalisées depuis le framework dans des fichiers. Donc je vais afficher le dernier généré, fichier XML.
Euh, donc cette commande nous permet d'exporter des données depuis la console du framework vers des fichiers externes qui peuvent être utilisés un peu plus tard dans ou à travers ou à l'aide de nos propres utilitaires avec lesquels on a l'habitude d'exploiter ou d'utiliser. La notion d'hôte service, donc les données sont à présent intégrées et rangées au sein, on imagine, des différents espaces de travail. Il est alors possible de pouvoir utiliser la pleine puissance de cette base de données du framework MSF, et ce particulièrement avec les commandes hosts et services. Les hosts. La commande hosts permet d'afficher l'ensemble des informations sur les machines présentes au sein de la base de données suite à leurs importations. L'importation n'est pas le seul moyen d'ajouter des machines au sein de la base de données du framework. En effet, il est également possible d'ajouter, supprimer des hosts respectivement grâce à la commande -a et -d. Donc rien ne nous empêche, rien ne nous empêche de dire hosts ou de taper la commande hosts-add la machine qu'on veut ajouter dans notre test, c'est-à-dire pour mon cas 192, 168, 192, 179. Comme on peut faire un -delete, donc c'est-à-dire là si j'affiche mon host, j'ai qu'une seule machine intégrée dans ma base de données et on peut éventuellement la supprimer grâce à la commande -d. Donc je vais la remettre. Attention, les données ainsi ajoutées par contre et supprimées le sont au sein de l'espace de travail en cours. Donc la commande hosts renvoie, comme on le voit, de nombreuses informations après avoir réalisé le scan sur les machines telles que l'adresse IP, l'adresse MAC, le nom du système d'exploitation, etc. Afin de diminuer cet affichage, il est possible de spécifier les colonnes à afficher grâce à la commande -c, pour dire colonne. L'ensemble des colonnes affichables est présent dans l'aide de la commande hosts. Donc on fait éventuellement -c si on s'intéresse à uniquement ce qu'on a pour l'instant, c'est-à-dire l'adresse ou la colonne qui contient les adresses. Dans le cadre d'un large réseau, si on fait un nmap sur l'adresse réseau, donc avec la notation CIDR, il n'est pas possible que lors de l'intégration des machines, certaines soient inaccessibles, voire éteintes. Dans ce cas, l'utilisation de l'option -u permet de n'afficher que celles qui sont up en réalité. Donc on peut mettre -u éventuellement pour afficher uniquement les machines qui sont en mode up ou qui sont allumées. Comme il est possible de le voir, la base de données permet de rapidement trier les machines que l'on veut exploiter ou non. Pour aller plus loin dans ce tri, il est également possible d'employer l'option -s par exemple, permettant de faire des recherches au sein des informations contenues dans les hosts. On imagine on a plusieurs hosts et on peut lancer des recherches. Par exemple, on demande d'afficher les colonnes adresse, IP, l'adresse MAC éventuellement, quand il s'agit d'un système dans lequel c'est écrit Linux. Bien, pour l'instant, aucun système n'est détecté dans lequel il y a comme nom ou comme chaîne de caractères Linux. Le tri réalisé a permis donc ou permet de réduire à davantage les machines cibles. À présent, la dernière étape consiste à sélectionner un exploit ou bien même un auxiliaire et à l'exécuter sur l'ensemble des machines ainsi sélectionnées afin de faire un scan ou bien de l'exploitation de masse. Sous Metasploit, la détermination de la cible se fait grâce à la commande rhost, ça on l'a vu dans les vidéos précédentes, le remote host, ou rhosts au sein des différents modules présents. Rhost sans S et rhost avec S correspond respectivement, pour rappel, à la cible ou aux cibles du module. Donc cette option doit toujours être spécifiée. En effet, sans cette dernière, le module ne disposerait d'aucune cible
Pour identifier une connexion, par exemple anonyme à un serveur FTP, il est possible d'utiliser l'auxiliaire qui se trouve dans Auxiliary. On va le rechercher à travers la commande search FTP anonymous. Donc il se trouve dans Auxiliary Scanner FTP Anonymous. Donc on peut faire un use de ce dernier par exemple. Use. Anonymous. Et on peut demander l'affichage des options nécessaires. Donc show options. Show options avec S. Alors cette commande nous permet d'afficher les différentes options nécessaires, facultatives, obligatoires pour lancer notre auxiliaire. Comme il est possible de le voir, le champ rhosts contient une adresse IP que j'avais mentionnée au préalable, sinon à la base elle est vide par défaut, alors que celui-ci est obligatoire parce que on voit que required est à yes. Il est possible donc de remplir automatiquement cette valeur grâce au tri précédemment effectué en le couplant avec l'utilisation de l'option -r. Donc on peut faire par exemple hosts -c adresse -grand R. On voit l'affectation de l'adresse IP qui a été sélectionnée au préalable. Donc si on refait show option, on remarque que rhosts est initialisé à l'adresse IP de notre machine vulnérable. À présent, en affichant donc les options du module show options, il est possible de voir que ce champ est initialisé avec où rhosts contient les valeurs envoyées par la commande hosts précédemment. Toutes les commandes de base de Metasploit seront abordées dès le début des vidéos suivantes sur la phase de reconnaissance. La notion de service. Une autre manière de faire des recherches au sein de la base de données est de passer par les services exposés. En effet, de cette manière, la mise en place d'une même attaque sur un même service, sur l'ensemble des machines du périmètre, devient un jeu plus facile, si vous voulez. Ainsi, les commandes ou la commande services -h permet d'afficher l'ensemble des informations sur les services précédemment scannés. Comme il est possible de le constater, de nombreuses options -A, -D, -C, -S, -R sont identiques à la commande hosts. Donc on peut taper la commande service avec -C. On s'intéresse par exemple à la commande port, à la colonne port, pardon, à la colonne proto pour protocole, à la colonne name et à la colonne info éventuellement. Donc pour sélectionner des colonnes bien spécifiques en fonction du besoin. Donc certaines options sont néanmoins particulièrement utiles pour réaliser donc un tri efficace. En effet, dans le cas où l'option -open n'aurait pas été spécifiée lors de la réalisation du scan and map, il n'est pas impossible que certains ports soient filtrés ou fermés. Pour régler ce problème, l'option -u peut être utilisée. Bien qu'identique à la commande hosts, l'option -s permet de filtrer de manière assez fine les résultats. Par exemple, on peut mettre service-c, name éventuellement, port, etc. en fonction des colonnes qu'on veut afficher. Port, et on s'intéresse au service Apache. Donc si on veut filtrer sur Apache, pour l'instant j'ai pas de résultat parce que j'ai pas fait un scan complet du réseau. Enfin, la dernière option de filtre intéressante concerne les ports. En effet, il est également possible de filtrer par port
ou par numéro de port grâce à la commande "-p" ou à l'option "-p. Cette option peut prendre en paramètre un port unique ou bien un ensemble de ports. C'est-à-dire on peut faire "-p par exemple 22 ou "-p du 22 au 25. Comme il a été possible de le voir, de nombreuses options permettent de trier les hôtes ainsi que les services dans le cadre d'une exploitation plus rapide grâce à l'utilisation de la base de données. Néanmoins, à l'heure actuelle, ces données ne s'affichent que dans le terminal et une fois ce dernier effacé ou fermé, les données sont perdues. Pour disposer de ces dernières afin de les incorporer dans un outil ou dans d'autres outils ou bien au sein d'un rapport, Metasploit met à disposition des commandes hosts et services, l'option "-o", "-out". Cette option, suivie du nom du fichier, permet d'exporter les données au sein d'un fichier CSV. Donc on peut faire par exemple "-service", etc. Donc en fonction du filtrage qu'on veut mettre en place, et après renseigner "-out" pour dire on génère le résultat, où on exporte le résultat dans un fichier service, par exemple port 22-25.csv. Ça permet donc de générer un fichier CSV qui se trouvera par défaut dans le dossier de notre utilisateur. Bien. Alors, ça c'est la première partie de cette nouvelle vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.